Bonjour à tous, bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Si le travail que je vous présente vous plaît, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, j'ai prévu du lourd, vraiment du lourd. Voilà, j'ai sorti de ma bibliothèque mes livres fétiches et je vais les détailler devant vous et vous expliquer pourquoi ce sont pour moi des livres fétiches et déjà qu'est-ce que c'est qu'un livre fétiche. Alors, un livre fétiche, c'est un livre qui me répare. Un livre que j'ai lu plusieurs fois et qui me fait du bien à certains moments de ma vie. Un livre que je prends plaisir à relire. Alors, je vais commencer par quelque chose qui va vous paraître étonnant. Je vais commencer par une des séries qu'a écrite Pierre Bottero, la série Elana. J'ai les trois. Alors, le troisième, je ne sais plus lequel c'est. Ah ben, le troisième, c'est celui que j'ai en main là. C'est le plus lourd, hein. Il doit faire à peu près 1 kilo. Alors, je vais sûrement pas le garder. Je prends le plus léger. Un petit mot concernant Pierre Bottero. Alors déjà, un petit mot me concernant moi. J'ai été bibliothécaire volontaire pendant une quinzaine d'années. Ça signifie que volontairement, sur mon temps libre, j'allais renforcer l'équipe de bibliothécaires. Je fais un petit coucou à Fabienne qui a été celle qui m'a ouvert gentiment, doucement mon esprit vers tout un tas de lectures différentes. Et j'ai eu une période où j'ai lu pas mal de livres jeunesse. J'ai lu beaucoup de séries. J'ai commencé par L'apprenti épouvanteur, je crois. J'en ai lu 3, 4. Au bout d'un moment, j'ai trouvé que c'était un peu ronronnant, que c'était pas de mon âge de toute façon. Et j'ai vu que dans le rayon jeunesse, il y avait carrément 2 planches qui étaient consacrées à un auteur, Pierre Bottero, avec 2 séries phares, la série Ewilan, qui est une double trilogie. Alors j'ai commencé à ouvrir le premier en me disant ça va pas trop m'intéresser. Et là je me suis retrouvée plongée dans un monde extraordinaire, avec une imagination pleine de ramifications, quelque chose que j'avais jamais lu en fait, hein, parce que j'ai complètement passé cette période quand j'avais l'âge de lire du jeunesse. Je ne lisais pas du jeunesse, je lisais des polars. Alors il faut savoir que la série Ewilan a été vendue à plus d'1 million d'exemplaires. Donc il va y avoir ici des lecteurs, des gens qui s'en souviennent. Moi, en tant que bibliothécaire, j'ai été vraiment étonnée par la fraîcheur qui se dégageait des pages et par l'intergénérationnel. Il y avait des lecteurs de 80 ans à qui j'avais confié ces livres et qui me ramenaient en me disant « Oh là là, mais c'est d'une fraîcheur, c'est vraiment ludique, on part vraiment en évasion dans quelque chose de très différent de ce qu'on a l'habitude, dans une réalité parallèle. » C'est ça surtout, la réalité parallèle. Alors, les mondes d'Ewilan, en 2 mots, hein, c'est l'histoire d'Ewilan. Ewilan, au début, est une petite fille qui s'appelle Camille, qui vit sur Terre, dans notre monde normal, et elle a la sensation de ne pas être à sa place. Camille, elle a la sensation que ses parents sont extrêmement froids, qu'elle n'a rien à voir avec eux. Elle est amie avec Selim, c'est son seul ami, et Ewilan est toujours partie à rêvasser, et elle rêvasse des fois à des choses dont elle n'arrive pas à mettre un nom. Et à force de rêver, un jour en classe, elle, elle imagine un bouquet de fleurs et le bouquet de fleurs se matérialise devant elle, devant la professeure, au grand effroi de tout le monde parce qu'on ne sait trop pourquoi. Elle doit dégager une aura un petit peu particulière parce que tout le monde est persuadé que ce bouquet de fleurs, c'est elle qui est parvenue à le matérialiser par son imagination. Et elle n'y croit même pas à ça parce qu'elle se dit c'est pas possible. Et à peu près au même moment, elle est adolescente.
elle fait ce qu'elle appelle un pas de côté, réellement un pas de côté dans la vie, dans la rue, et elle se retrouve à basculer dans un monde parallèle. Un monde qui fonctionne, vous savez, on peut imaginer très bien que ça soit vrai, qu'il y ait plein d'univers parallèles ainsi qui circulent dans un même conduit, et que pour passer de l'un à l'autre, des fois c'est impossible, et Camille et Willan, elle a ce pouvoir de pouvoir passer de l'un à l'autre. Donc elle se retrouve dans un monde où elle est sur un champ de bataille, il y a des monstres, il y a des êtres humains, elle est à la fois complètement désorientée et en même temps elle a la sensation d'être complètement à sa place, et il y a un cavalier qui passe à côté d'elle et qui lui dit: mais qu'est-ce que tu fais là, Willan? T'es complètement en danger, ne reste pas là. D'abord, comment se fait-il que tu sois revenu, Willan? Et là, elle comprend pas trop, Camille, elle comprend même pas du tout. Elle refait le même pas de côté, mais dans l'autre sens, et elle se retrouve à nouveau dans notre monde. Et là, j'arrête de vous raconter l'histoire. Et durant la lecture de ces 6 livres, j'ai appris à être complètement désarçonnée par l'imagination extrêmement féconde de cet auteur, Pierre Bottero. Et dans l'écriture de son roman, à cette époque, moi j'écrivais aussi, donc je comprenais bien ce qui se passait, les mécanismes qui se passaient dans sa tête, et il a dû inventer, tout en écrivant, le personnage d'Elana. Il l'a placé dans sa double trilogie, il lui a attribué de plus en plus une place de choix, et ensuite il s'est mis à écrire une trilogie spéciale, Elana, destinée à ce personnage qui a elle aussi été vendue à 1 million d'exemplaires. Alors Elana est une marche-ombre. Qu'est-ce que c'est qu'une marche-ombre? C'est une personne qui ne sait pas dessiner et brusquement faire matérialiser devant ses yeux ce qui correspond à ses besoins du moment. Elena est une personne qui a pas des pouvoirs, mais des facultés hors du commun. Et elle intègre une guilde qui s'appelle la guilde des marche-ombres, et elle est dépêchée par les gouvernements on est dans un royaume qui s'appelle Gwentalavir, pour porter aide et assistance à qui on a besoin, parce que on est dans un monde qui est extrêmement dangereux. Donc pourquoi c'est un livre fétiche pour moi? Parce qu'il m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie de lectrice d'avoir des pannes de lecture. Les gens qui lisent beaucoup, que ça soit par choix ou par obligation, connaissent ça, des pannes de lecture, des moments où brusquement c'est plus possible. Notre esprit, il n'imprime plus rien, on n'arrive plus à se concentrer sur ce qu'on lit, et donc dans ces cas-là, en général, la seule solution c'est de faire un break et d'arrêter complètement de lire. Maintenant, des fois, le break, on ne peut pas le faire très longtemps. Et puis on est malheureux parce qu'on aime bien lire. Et voilà, la série Elana est pour moi une série réparatrice, parce que chaque fois que j'ai eu des pannes de lecture, des impossibilités de réussir à me concentrer sur ce que je lisais, je faisais un break, évidemment, un break raisonnable, hein, selon les moments, à peu près 1 semaine. Et puis je me replongeais dans la lecture d'Elana, qui me raccrochait immédiatement à la faculté de lire un roman et de s'imprégner d'une atmosphère narratrice créée par un auteur. Alors juste un mot sur cet auteur. Alors cet auteur est décédé en 2008 d'un accident de moto. Moi je me suis dit, mais c'est pas possible, jamais il aurait dû prendre le volant d'une moto, c'est pas envisageable. C'est quelqu'un qui, dans la vie, devait avoir une imagination tellement féconde qu'il devait être sur Terre peut-être à 10-15%. Il devait tout le temps être en train de chercher, parce que dans tous ses romans, il y a une autre série qu'il a écrite aussi qui s'appelle L'Autre. Il y a des ponts et des liens qui permettent à chaque série de pouvoir franchir la distance qui sépare le lecteur de l'autre série. C'est quelque chose de
tellement incroyable que franchement quand il est décédé déjà ça m'a fait bizarre, hein. Mais en plus je me suis dit mais quelle idée il a pu avoir de conduire une moto quoi. C'était voilà bon, on va passer à autre chose. Hop, les Lana c'est de côté. Voici maintenant Catherine Pancol. Connaissez-vous Catherine Pancol? Oui, vous connaissez Catherine Pancol. Catherine Pancol, c'est l'auteur qui a écrit Les écureuils, les crocodiles et les tortues. C'est une auteure qui réussit par sa narration, par son talent d'écriture à attirer un grand nombre de lecteurs. C'est ce qu'on appelle une auteure qui écrit des livres populaires. Maintenant, avant de faire cela, c'est avant tout une auteure qui a un talent d'écriture incroyable, parce que pour parvenir à écrire comme elle le fait, les écureuils, les crocodiles et les machins, là, ça ne s'est pas fait tout à fait par hasard. Pour cela, il y a beaucoup d'expérience et il y a beaucoup aussi de travail avant-gardiste. J'explique. Elle a plusieurs personnages types. Elle doit certainement faire des fiches avec des personnages types qu'elle fait croiser dans une histoire, dans une intrigue, dans une trame qui est identique ou presque. Il y a les lieux, il y a les noms qui changent, il y a les professions qui changent. Et elle utilise beaucoup de technocom. Alors la technocom, qu'est-ce que c'est? C'est une technique d'écriture qui nous permet, nous, lecteurs basiques ou lecteurs multiples, de pouvoir se rallier à ce qu'elle écrit. Alors, je vais donner un exemple. Imaginons un personnage qui s'appelle Jean-Philippe, qui se lève le matin, il enfile un costume cravate, il descend de chez lui, il monte dans sa BM, il allume la télé sur France Info et il se rend à une réunion de travail à la Rotonde. Bon, on imagine Jean-Philippe, on le voit Jean-Philippe, hein, costume, cravate, BM, voilà. Nous avons un même personnage, on va l'appeler Kamel. Voilà. On va l'appeler Kamel. Kamel se lève le matin, il enfile un jean, un t-shirt, il descend de chez lui, il met son MP3, il écoute du rail, il descend dans le métro et il rejoint des amis au McDonald's. C'est le même personnage, hein. Il fait exactement les mêmes actions. Il se lève, il s'habille, il descend de chez lui, il prend un moyen de transport et il se rend à un lieu donné. Sauf que dans notre esprit, Jean-Philippe et Kamel sont vraiment deux personnages complètement différents. Donc c'est ça la technocom, c'est réussir à attirer le lecteur dans notre socle de connaissances commun. Voilà, McDo, on associe une image à quelque chose, le rail, on associe une image à quelque chose, le jean, même Kamel, on associe une image à un certain personnage, tandis que Jean-Philippe, costume, BM, rotonde, on associe une image vraiment à un autre personnage, alors que ce sont les mêmes personnages qui font les mêmes actions. Donc voilà tout le talent d'un écrivain, d'une romancière, d'une écrivaine, d'une romancière telle que Catherine Pancol, quand elle écrit ses crocodiles, ses tortues, etc. Elle met vraiment en application toute son expérience pour écrire, pour vendre. Vraiment, c'est pour vendre. Je ne suis absolument pas persuadée qu'elle prenne du plaisir en écrivant ce genre de roman. Il faudra lui demander, j'en sais rien. Maintenant, avant d'écrire ses écureuils et tout, là, elle a écrit ce genre de choses. Les hommes cruels ne courent pas les rues. Elle s'est sortie en 1990. Et là, je vous assure,
que là vous faites connaissance avec une Catherine Pancol qui non seulement sait écrire, mais elle sait mettre en place une atmosphère à la fois étouffante, malsaine et pleine de fluidité. Elle nous baigne dans une double ambiance, une ambiance dans laquelle on est en train de se dire mais qu'est-ce qu'elle nous raconte là? C'est vrai ou pas? Sans jamais prononcer les choses, vraiment. Elle laisse beaucoup de sous-entendus avec un talent extraordinaire. Et en même temps, on se retrouve dans une atmosphère très proche du film Pulp Fiction de Quentin Tarantino, film qui est sorti bien après que ce livre ait été écrit. Et j'ai eu la sensation d'être dans la même scène que Nathalie Portman et John Travolta, dans laquelle ils étaient en train de danser dans un univers complètement déjanté à New York. Très franchement, je ne sais pas si vous allez réussir à le trouver, que ce soit en neuf ou en occasion, mais si vous voulez voir ce qu'était capable de faire Catherine Pancol avant les écureuils, je vous conseille fortement Les hommes cruels ne courent pas les rues, un livre que j'ai lu plusieurs fois aussi pour le plaisir de lecture, tellement, tellement c'est bien réalisé. Voilà. Maintenant, on va passer au retour à Cairo, livre de Dorothy Allison, un livre que j'ai lu plusieurs fois aussi, un livre qui m'a permis plusieurs fois de me réparer lorsque je n'allais pas bien, lorsque j'avais des doutes sur moi, lorsque j'étais en perte d'estime de moi. Je lisais Retour à Cairo et je sortais de ce livre pas guéri, on va dire, mais un peu rasséréné quand même. Rassénéré, je sais plus comment on dit, c'est pas grave. Alors, Dorothy Allison n'a pas écrit grand-chose. C'est même son livre phare, celui qui lui permet de vivre depuis très longtemps. C'est un livre qui est extrêmement fouillé. Alors ça parle de quoi? C'est une femme qui s'appelle Delia, qui habite aux États-Unis, donc l'action se déroule aux États-Unis. Elle habite dans une petite ville à Cairo, elle vit avec un véritable sale type qui lui a fait deux petites filles et qui n'arrête pas de la tabasser. Et un jour, elle saisit l'opportunité de réussir à se sauver de ce carcan dans lequel elle est enfermée. Et elle suit un groupe de rock. Elle est tombée amoureuse d'un des membres du groupe qui s'appelle Randall. J'avais envie de dire Joss Randall, je sais que c'est pas ça. Randall Pritchard. Et voilà, elle le suit. Ils partent en tournée par sa voix, grâce à sa voix assez extraordinaire. Elle fait en sorte que le groupe parvienne à monter en puissance et à être plus connue. Et elle essaye de récupérer ses filles, mais elle n'y arrive pas parce qu'elle les a abandonnées, ses filles. Et il y a toute une ville qui se ligue contre elle, toute une famille, toute une ville. Et elle, comme elle a quand même une vie un petit peu dissolue, en membre de groupe de rock, ça implique tout un tas d'autres choses, hein, consommation d'alcool, consommation de drogue, etc. Donc voilà, elle ne réussit pas à récupérer ses gamines. Elle n'essaye pas beaucoup hein, non plus. Hein. Et donc, elle quitte le fameux Randall Pritchard. Elle le quitte. Il lui a fait une petite fille aussi qui s'appelle Sissi. Et à un moment, Randall décède. Il a un accident de moto, il décède. Et à partir de là, Delia, elle va avoir un objectif, c'est de retourner à Cairo et récupérer ses filles. Et là, il se passe un combat qu'on va suivre page après page, parce qu'il y a toute une ville, toute une communauté qui est liguée contre elle, et il va falloir qu'elle rallie à elle petit à petit, qu'elle se fasse des alliés. Et au début, c'est vraiment très difficile pour elle de se faire des alliés dans cette ville et surtout dans ce milieu. Ce qui est mis en avant, c'est
c'est un petit peu, on va dire, l'impudeur américaine. Cette façon qu'ils ont aux États-Unis, on voit ça dans des séries comme Desperate. Ah oui, j'ai jamais su le dire, hein, donc je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Voilà, cette espèce d'impudeur qui fait partie de leur normalité de vie. Quelque chose qui, moi, me sidère, cette façon qu'ils ont de vouloir s'immiscer complètement dans la vie des autres, comme si c'était tout à fait normal, banal, et qu'ils avaient tous le droit de siphonner la vie des autres et de s'y installer ainsi. Moi, ça me sidère. Et en même temps, dans ce livre, petit à petit, on se rend compte que s'ils font cela, c'est surtout par méconnaissance et par besoin de... Ils ont vraiment ce besoin de mieux connaître pour pouvoir tendre la main et faire confiance. Voilà, donc Retour à Cairo, un livre que je recommande, qui n'est pas jeune, hein, c'est sorti il y a 20 ou 30 ans, je ne sais pas, je n'ai pas regardé, mais voilà, une histoire qui est extrêmement profonde et touchante. On va terminer par Le parfum de, je ne sais jamais dire non plus, Patrick Süskind. Alors cette édition-là, je vais bien vous la montrer. Voilà. Voilà, c'est un livre collector. Je ne sais pas si vous le trouverez. Si vous le trouvez, vous me le dites, si vous en avez envie. C'est l'exemplaire qui est sorti pour les 30 ans du livre. Alors Le parfum, c'est un livre que j'ai dû lire aussi 3 ou 4 fois, que j'ai dû acheter au moins 5 fois. Au début, je l'achetais, je le prêtais, on ne me le rendait pas. Donc comme j'avais envie de l'avoir, je le rachetais, je le prêtais, on ne me le rendait pas, etc. Je l'ai même acheté pour l'offrir à certaines personnes. Et celui-là, j'ai dit, celui-là, je l'achète, je ne le prête à personne et c'est l'exemplaire que je vais garder. Alors la dernière fois que j'ai lu Le parfum, je l'ai lu à voix haute parce que j'étais dans une période d'écriture avec des fois des pannes et des doutes sur mon talent d'écriture et je lisais à voix haute et ça me faisait un bien fou. Ceci dit, il est possible que ce texte vieillisse mal parce que je l'ai sorti récemment pour une formation et il fallait qu'on amène un livre qui nous avait, voilà, un livre qui nous suit tout le temps. Et on nous demandait de lire un extrait, de réussir à faire la distinction entre le fond et la forme. Et il fallait choisir 2 extraits. Un extrait qui était celui qui pouvait, aux yeux de tout le monde, décrire le livre et donner envie de le lire. Et un extrait qui était celui qui nous avait profondément touchés dans la lecture. Voilà. Donc j'avais fait une lecture à voix haute devant une cinquantaine de personnes. Et là, je me rappelle que le formateur m'a dit « Eh bien, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, mais je ne me rappelais pas qu'il y avait autant d'adjectifs. » Et effectivement, il y a beaucoup d'adjectifs et c'est quelque chose dont je ne m'étais pas vraiment aperçue non plus. Donc il est possible qu'aux yeux des lecteurs d'aujourd'hui, ils vieillissent mal. Toujours est-il que c'est un livre sur les odeurs. Certains ont essayé, certains en sont parvenus à approcher, mais personne n'a réussi. Je vais vous lire la première page. Tout simplement parce que dans cette première page, quand on la détaille, on s'aperçoit qu'il y a presque 20 fois le terme odeur ou senteur qui est répété et il faut vraiment regarder ça à la loupe pour s'en apercevoir parce qu'on ne s'en aperçoit pas. Au XVIIIe siècle vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus abominables de cette époque, qui pourtant ne manqua pas de génie abominable. C'est son histoire qu'il s'agit de raconter ici. Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille. Et si son nom, à la différence de ceux d'autres scélérats de génie, comme par exemple Sade, Saint-Just, Fouché, Bonaparte, etc., est aujourd'hui tombé dans l'oubli, ce n'est assurément pas que Grenouille fut moins bouffi d'orgueil, moins ennemi de l'humanité, moins immoral, en un mot moins impie que ses malfaisants plus illustres, mais que son génie
et son unique ambition se bordèrent à un domaine qui ne laisse point de traces dans l'histoire, au royaume évanescent des odeurs. À l'époque dont nous parlons, il régnait dans les villes une puanteur à peine imaginable pour les modernes que nous sommes. Les rues puaient. Le fumier, les arrière-cours puaient l'urine. Les cages d'escalier puaient. Le bois moisi et la crotte de rat. Les cuisines, le chou pourri et la graisse de mouton. Les pièces d'habitation mal aérées puaient, la poussière enfermée. Les chambres à coucher puaient, les draps graisseux. Les courtes pointes moites et le remugle âcre des pots de chambre. Les cheminées crachaient une puanteur de soufre. Les tanneries, la puanteur de leurs bains corrosifs et les abattoirs, la puanteur du sang caillé. Les gens puaient la sueur et les vêtements non lavés, leur bouche puait les dents gâtées, leur estomac puait les jus d'oignon. Donc on en est à 13 fois dans la première page et j'arrête maintenant. Maintenant c'est quelque chose dont vraiment, comme je l'ai dit, on ne s'en aperçoit pas si on ne prend pas ça à la loupe. Alors le parfum, pour ceux qui ne l'ont pas lu, à lire, c'est un classique quand même. On n'a pas arrêté là. Ah, je remets un petit coup vite fait, mais voilà, tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Je me suis laissée aller à parler sans vraiment m'arrêter. J'ai laissé, c'est mon débit naturel là, voilà. Je ne présente pas pour l'instant de vidéos individuelles parce que, encore une fois, je suis dans la lecture des deuxièmes romans en tant que jury, donc je lis beaucoup, j'ai plein de vidéos qui sont prêtes, mais je ne peux pas les sortir publiquement parce que je ne peux pas parler de ces livres publiquement pour l'instant. Donc je vous remercie d'être passé sur la chaîne et je vous souhaite à tous de bonnes lectures. À bientôt.